Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir, tout particulièrement parce qu'on a une profession généralement qui fait peur, ou alors une profession qui va nous aider à nous sortir des impasses là où on se trouve. Et justement, je reçois ce soir Salima Zouara, qui est avocate en droit du travail. Bonsoir Salima. Bonsoir à tous. On se dit tu ou on se dit vous ? Comme tu veux. Alors c'est parti pour le tu. Donc Salima, la première question que je pose à mes chefs d'entreprise, d'abord, depuis quand es-tu chef d'entreprise ? C'est déjà un bon début. Alors j'exerce la profession en nom propre depuis 2007. Depuis 2007. Mais j'ai commencé à exercer, à travailler en qualité d'avocate bien avant. J'ai commencé en 2003. J'ai débuté salarié dans un gros cabinet. J'ai ensuite basculé en libéral, toujours collaborateur dans le sein d'un cabinet. Et puis j'ai posé ma plaque, comme on dit chez nous, en septembre 2007. Et juste avant, alors la formation que tu as eue pour arriver à rentrer dans les cabinets, parce que c'est pas évident. On a un diplôme et ensuite on rentre. Il y a dans un les cabinets. diplôme effectivement. Pour ma part, donc j'ai accompli 5 années de droit après le bac. J'ai effectué en fait un diplôme de spécialisation qui s'appelle le DJCE, diplôme de juriste conseil en entreprise, qui m'a permis de toucher à toutes les matières du droit en rapport avec l'entreprise et aussi la comptabilité, l'assurance, l'évaluation d'entreprise. Et suite à ça, effectivement, j'ai présenté l'examen d'entrée, à l'école des avocats que j'ai obtenu. Ensuite, une année de scolarité au sein de l'école des avocats. Et l'examen de sortie que j'ai obtenu. Et ensuite, à l'époque, ce qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on devait faire un stage de 2 ans, obligatoirement en cabinet. Donc, on était collaborateurs. Voilà, le grand stage. On appelait ça le grand stage. Donc c'est ce que tu as toujours voulu depuis petite ? Oui, depuis petite. Alors c'est sûr que là on va faire un peu école des fans, mais effectivement, ouais, depuis la 4e, voilà. Donc c'est un choix trouvé de vie ma voie. important. Oui. On peut pas décider du jour au lendemain, allez, je vais être avocat. C'est un choix de vie, effectivement. Généralement, ceux qui y rentrent parce qu'ils ont vu la lumière allumée, on s'en rend compte, eux-mêmes se rendent compte très vite des contraintes que ça implique, et puis on le voit aussi au niveau professionnel, dans la pratique. Mais effectivement, comme je dis, il faut avoir la flamme. Alors, comment as-tu fait pour créer ton entreprise ? Ça t'est venu comment ? Tu as eu tous tes diplômes et ensuite tous mes diplômes. Donc, j'ai commencé à exercer en cabinet, comme je t'ai dit. Et en fait, effectivement, au fil du temps, je me suis quand même rendu compte que on se découvre aussi, on découvre sa personnalité. Et pour ma part, j'étais quelqu'un d'indépendant, qui a besoin d'indépendance. J'ai toujours été autonome dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et voilà, donc ça m'est venu. J'ai posé ma plaque, j'avais 2 dossiers dans mon placard et c'était parti. Que 2 dossiers ? Voilà, 2 dossiers. Donc c'est vrai que par rapport à tout créateur d'entreprise qu'on peut connaître aujourd'hui ou côtoyer, où on dit attention, faites un prévisionnel, une étude de marché. Nous, on est effectivement dans une profession où il n'y a pas encore trop cet état d'esprit, cette préparation-là forcément. Et d'ailleurs, ça peut manquer. Et effectivement, quand je me suis installée, j'avais 2 dossiers dans. Alors, dans comment mon on fait pour travailler en commençant avec 2 dossiers ? Alors, moi, j'ai une particularité, c'est qu'effectivement, outre mes domaines de prédilection, à l'époque, je faisais beaucoup de permanence pénale. Donc, ça m'a permis de me faire connaître. Alors, les permanences pénales, on va dire, c'est des périodes d'astreinte dans lesquelles on est sollicité pour assister des personnes, donc depuis 2-3 ans, dans le cas des gardes à vue, mais également devant le tribunal correctionnel, tribunal pour enfants, devant le juge d'instruction pour des mises en examen. Voilà, donc j'ai été très sollicitée dans ces domaines-là, parce que il y avait des besoins, et dès qu'il y avait un trou. Et quel était ton rôle ? Donc, j'assistais ces personnes devant les juridictions. J'assurais la défense. D'accord. Donc, on fait de la défense, la défense pénale. Donc, devant les juridictions, et le cas échéant, on assiste la personne devant le juge d'instruction quand il est mis en examen pour des faits qui relèvent du criminel. Et depuis 2-3 ans, je vais peut-être me faire gronder sur les dates, mais maintenant on intervient aussi dans le cadre de la garde à vue, puisqu'on doit être présent à toutes les auditions, si la personne gardée à vue le souhaite. D'accord. Et ensuite ? Ensuite... Oui, après la création, tu disais justement... Donc ça m'a permis effectivement de me faire connaître, et après petit à petit, il y a aussi une solidarité entre confrères, parce qu'ils savent, quand les jeunes s'installent et que on est reconnu pour on des dit que compétences, c'est un milieu on nous fermé, envoie c'est des vrai ? dossiers.
Non, tout dépend de la définition qu'on a de fermé, si je puis dire. Mais non, nous, Carpentras, on est quand même un barreau assez jeune, on est 80. On a encore cette chance-là, effectivement, d'être un barreau à taille humaine. Et il y a une solidarité, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi, à l'époque où je me suis installée, j'ai des confrères qui m'ont envoyé des dossiers parce que voilà, ils savaient que je m'installais et que j'avais besoin de dossiers. D'accord, donc tu as eu tes dossiers par tes confrères. Comment tu as eu tes premiers dossiers? À bouche à oreille un peu. Et effectivement, après, c'était des confrères. Alors, peut-être pas parler dossiers, mais plutôt de clients. Mais voilà, les clients m'étaient adressés, recommandés par des confrères. Alors ensuite, tu as dû faire ton commercial. Comment tu as pu j'avoue te vendre? C'est plus. On n'a pas du tout ça manque vraiment. Enfin, ça manque dans notre formation. Et ça manque aussi dans notre exercice au quotidien, parce que j'ai pas du tout l'aspect commercial. Je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que c'était un peu au jour. Enfin, là, je vivais au jour le jour, et au fur et à mesure, effectivement, après les clients viennent. Bon, après il y a les insertions classiques type page jaune. À l'époque, il y avait pas encore trop de sites internet, mais voilà, entre page jaune et le bouche à oreille, je me suis fait ma petite place. Donc c'est le côté commercial. Par contre, pour créer ton entreprise, est-ce que tu t'es appuyé sur un organisme ou alors pas du tout. Voilà. Enfin, je dirais que quand on est profession libérale, on n'a pas le même accompagnement dont on peut bénéficier pour une société commerciale, une activité commerciale. Et notamment dans notre profession, je me suis pas du tout posé la question. On va dire que le statut type est d'être en nom propre et d'exercer en individuel. Et puis je suis partie dans ce type d'exercice-là, parce que même on va dire les cabinets plus structurés sont pour la plupart en SCP, donc ça reste encore des sociétés civiles professionnelles, donc en nom propre. Il y a très peu encore de sociétés de CELARL, on en voit, ça commence à sortir, mais voilà, parce que les gens commencent à faire, à s'organiser, faire de l'optimisation, si je puis dire, fiscale et sociale. Mais voilà, à l'époque, la question se posait pas. Et donc ensuite, tu as tes deux dossiers, mais tu t'installes où et comment? Comment tu as fait? Alors, la recherche de locaux. D'ailleurs, je lance un appel entre guillemets, parce j'ai revécu ça il y a pas longtemps. C'est vrai que la recherche de locaux était très compliquée sur Carpentras. Il y a très peu de locaux aménagés pour des bureaux. N'étant pas une activité commerciale, je n'ai pas de beau commercial, d'activité de bail 369. Donc j'ai un peu souffert. Et après, j'ai mis 2 mois pour trouver. Et voilà, j'ai trouvé, en passant devant, j'ai vu le panneau à louer. Oui, alors je pose une question, je la lance comme ça en l'air. Pourquoi il n'y a pas un regroupement des avocats dans un même local, où il y aurait l'avocat du droit du travail, l'avocat, etc., etc. C'est possible, ça? C'est possible, bien sûr, mais ça se fait dans le cadre d'associations, de structures, de partenariats. Après, c'est vrai qu'à la base, on a un peu un exercice individuel. On reste quand même un peu isolé. Si, il y a ce type de structure-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas non plus les contacts forcément nécessaires avec des confrères pour partir sur ce. Et puis à l'époque, pour s'installer, il n'y en avait pas nombreux. Beaucoup restaient en collaboration. Donc tu parlais de ton local. Qu'est-ce que tu attends là? Tu voudrais quoi? Alors là, pour que tu sois bien à l'aise et que tu puisses là rayonner. Ça va maintenant, parce qu'il y a pas longtemps, effectivement, j'ai redéménagé entre temps. Et là aussi, ça a été un peu compliqué pour trouver des locaux sur Carpentras. Mais là, voilà, j'ai fait un épisode vers Carpent-Sud, avenue Aïtanover, qui a pas été très pour moi intéressant, parce que mon but était de me rapprocher des entreprises, mais bon, voilà, ça n'a pas eu le résultat escompté. Et vis-à-vis de la juridiction aussi, faire le va-et-vient, c'est un peu compliqué. Donc, je suis revenue en centre-ville. D'accord. Voilà. Et le point stratégique, c'est le centre-ville pour oui, je pense quand même. Bon, pour une activité comme ça. Oui, même si le parking c'est un peu compliqué, mais les gens c'est quand même plus simple pour eux. Pour les particuliers, après les entreprises, mais généralement je vais chez eux, donc ils se posent même pas la question. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, où en est l'entreprise? Alors, j'ai ouvert un bureau secondaire sur Avignon, sur Agroparc, voilà, pour essayer de me développer. Donc ça, c'est au niveau géographique, parce que je me rends compte quand même que le lieu d'implantation a quand même son importance.
Et les gens de Carpentras ne vont pas à Avignon, les gens d'Avignon ne viennent pas à Carpentras. Et jamais ils viendront. Donc j'ai ouvert au bureau secondaire. Et après, au niveau d'activité, initialement, j'intervenais principalement qu'en droit du travail. C'est ma matière. J'ai ma matière de prédilection. Et je me suis ouvert au droit des affaires pour lequel j'ai la formation. En commençant à intervenir dans ces domaines-là, litiges commerciaux, vente de fonds, création de société. Donc c'est deux spécificités. Spécificités, non, c'est des matières, des domaines d'intervention. D'accord. Et donc le droit du travail, l'avocat du droit du travail, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Quel est ton rôle ? Pour reprendre tes propos d'introduction, moi mon objectif premier, c'est pas de faire peur aux gens, mais surtout de les rassurer, de les accompagner. Et donc ça, c'est en conseil. Et en contentieux, bien sûr, c'est d'assurer les assister et les défendre en tant que de besoin. Et c'est vrai qu'on a cette image-là, que ce soit faire peur dans tous les sens du terme, notamment en termes. Je n'ai pas pour habitude d'avoir la langue de bois au niveau honoraire. Donc voilà, c'est plutôt d'accompagner, d'assister en droit du travail, les entreprises et aussi les salariés. Donc j'ai cette particularité là effectivement de faire des deux, parce que quand je suis d'un côté de la barre, je sais ce qui va se dire à peu près de l'autre côté. Donc ça me permet comme ça de me maintenir à niveau, si je puis dire, dans cette matière-là qui est foisonnante d'évolution législative et jurisprudentielle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elle a quel âge ton entreprise ? Je t'avoue que j'ai pas compté. 3, 6, 7, 8 ans. Donc, tu as goûté un peu à ce que c'est la fonction du chef d'entreprise ? Oui. Justement, quels sont les avantages et les inconvénients ? Les avantages, c'est ce que je recherchais initialement, l'indépendance. Ça n'a pas de prix. Même c'est un prix qu'on paye très cher. Pourquoi très cher ? Très cher, parce que derrière, il y a toutes les responsabilités que ça implique. Déjà, faire face à ses charges. J'accompagne... Alors, j'en parle à titre personnel et aussi par rapport aux clients, entreprises que je peux accompagner. C'est assumer déjà toutes les charges qu'on a à payer. Remplir le carnet de commandes pour pouvoir faire face à ces charges. Et quand on a des salariés, c'est cette pression-là de se dire il faut vraiment faire rentrer ce qu'il faut pour lui assumer aussi le paiement des salaires et tout ce qui va, les charges sociales qui vont avec, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une liberté qu'on paye très cher, parce que c'est pas on ferme la porte, on sort du bureau, on ferme la porte à clé et puis ça y est, on rentre chez soi et c'est terminé. C'est faux. C'est, je dirais presque pas du 24 heures sur 24, mais c'est la gestion de son entreprise, on l'a en tête presque 24 heures sur 24. Ouais. Donc tu dirais la priorité de ton activité, c'est l'indépendance ? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut puis après il y a la matière, pratiquer mon activité, comme je t'ai dit, j'ai pas j'ai ça, je vais dire ça, j'ai ça dans les tripes, c'est j'aime le droit, j'aime aussi toute la contradiction qu'il peut y avoir, puisqu'effectivement il faut être, c'est quand même particulier de se dire que je sois d'un côté de la barre, je vais être en mesure de plaider ça, je suis de l'autre côté, je vais pouvoir plaider, il faut que je plaide le contraire. Et justement, est-ce qu'un avocat doit avoir l'obligation d'être juste ? Juste, non, parce que moi, j'ai pour habitude de dire que dans un dossier, il y a plusieurs vérités, surtout en matière pénale, et que chacun a le droit de se défendre et faire valoir les arguments qu'il a à faire valoir. Et je suppose que tu as une famille ? Oui. Je suis mariée, j'ai Comment tu 3 concilies enfants. Justement ta vie de chef d'entreprise et familiale ? C'est compliqué. Si tu veux, mon entreprise, c'est un peu mon 4e enfant. Ça a été du coup mon 2e, parce que je me suis installée avant d'avoir ma deuxième, mon 2e enfant. Donc c'est très compliqué. Ils ont conscience de ce que je fais. J'essaie de les associer un peu pour qu'ils voient un peu comment je travaille, du coup pour qu'ils comprennent aussi comment est ma vie au quotidien. Mais voilà, donc j'essaie d'avoir avec eux le plus de moments possible et d'avoir des moments du coup de qualité, parce qu'effectivement là pour le coup on peut pas faire dans la quantité. Est-ce que tu gardes justement un peu de temps pour ta famille ? Les week-ends. Les week-ends. Les week-ends. Fut un temps je ramenais un peu de travail à la maison, mais là j'essaie de le faire le moins possible, quoi. Puis de toute manière même eux ils m'empêchent
il me rappelle à l'ordre. Donc c'est vite réglé. Donc un mari et combien d'enfants? 3 enfants. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait si c'est pas trop Il est chauffeur routier. Chauffeur routier. Ouais. Waouh, ça doit être c'est sportif. Surtout avec les enfants pour les emmener à l'école. Ouais. Ils sont jeunes? 10 ans, 6 ans et 6 mois. Donc on disait 6 mois. Oui. Oula, alors c'est des routes et des routes pour la nourrice. J'appelle ça un ramassage scolaire. D'accord, très bien. Et justement, comment on peut concilier tout ça et être fraîche à chaque fois pour défendre un dossier? Il faut aimer ce qu'on fait. Déjà, moi je trouve souvent, il me semble qu'il y a une question sur les candidats, comment les choisir. Oui. Déjà, il faut aimer la matière, il faut aimer le droit, il faut la maîtriser. Et après, c'est une question d'organisation, voilà. Et puis avoir des capacités d'investissement et de la motivation, avoir la niaque, quoi. Il faut avoir la niaque. Donc la motivation est importante. Si tu pouvais donner un conseil à un jeune aujourd'hui qui justement dans son cursus c'est le droit quel qu'il soit, parce que la matière il les choisit pas tout de suite, c'est après la spécialisation vient par la suite. Déjà dès la première année, moi le conseil que je donne, c'est dès le plus jeune âge, même avant la fac, de vite se décider sur le projet professionnel, parce que pour moi ça se décide en troisième. On va pas se leurrer, en troisième il faut être en mesure, il faut prendre le temps qu'il faut, choisir un métier qu'on aime, mais se poser vite et choisir le parcours professionnel qu'on souhaite faire, parce qu'après effectivement c'est pas dire qu'on perd du temps, mais après ça peut être compliqué des fois de rectifier le tir, et on se retrouve des fois avec bac plus 5 en psycho ou je ne sais quoi, et pas être capable on se retrouve sur le marché du travail à rien trouver, quoi. Donc il faut qu'ils choisissent vite leur projet professionnel, c'est la profession qu'ils souhaitent exercer, pour pouvoir bien construire leur cursus. La motivation. Est-ce que toi, justement, quand tu étais jeune et tu as fait ces 5 années, quel a été ton entourage motivé ou motivant, qui t'a aidé à continuer? Je vais peut-être du coup parler de l'ambiance, le contexte familial. Alors je suis l'aînée de 8 frères et sœurs. Et Et donc j'ai maman qui a arrêté l'école en CM2. Papa qui a un CAP chaudronnerie, et maman, quand on était gamine, dès la primaire, nous disait si vous voulez réussir dans la vie, il faut travailler, c'est très important de travailler à l'école, sinon vous finirez comme à moi à faire la vaisselle à la maison. Donc moi à l'époque c'était la carotte qui me faisait avancer, et du coup c'est comme ça que petit à petit ça Donc il faut être bien entouré. Ouais, il faut avoir au moins même s'il n'y a pas l'aide scolaire nécessaire, mais au moins avoir du soutien moral. C'est le minimum. Parce que sinon, on évite... puis quand même un certain cadre aussi. Mais au moins le soutien moral. Parce qu'après, le soutien au niveau pédagogique, maintenant avec Internet, les bibliothèques universitaires, on arrive à compenser. Si on veut, on y arrive. Et quel conseil tu donnerais justement à un jeune qui a fini ses diplômes et qui souhaite se lancer dans la vie? Quelle est la première chose qu'il doit faire avant de créer son entreprise? Est-ce que tu as un conseil? Parce que je sais que tu t'es débrouillée toute seule et que... Mais déjà, c'est faire le plus de stages possible, parce que ça aide énormément, même sur un CV. Pour le premier poste, avoir fait des stages avant, c'est hyper important. Moi, je sais que ça m'a beaucoup pénalisé. Et après, se poser. Faut vraiment prendre le temps de se poser pour se dire qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Pour pouvoir après construire ça, mettre les fondations pour pouvoir après construire quelque chose. Donc c'est quelle que soit l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité, parce que un métier, quel que soit le métier, du plus petit au n'importe quel plombier, n'importe, c'est un métier à part entière. Ça nécessite de l'investissement. Ça nécessite beaucoup de choses, et donc faut le temps de se poser, de construire. Donc ça, c'est le premier conseil que tu donnerais à un jeune, de s'installer dans son activité d'avocat. Est-ce que tu as une zone géographique? Tu disais tout à l'heure que tu montes une agence à Agroparc. J'ai déjà ouvert un bureau secondaire à Agroparc. Après, sur la zone d'activité, je peux pas te dire que... Est-ce que vous êtes... Je suis allée plaider à Alluine, qui est à la frontière franco-belge. Je suis allée à Nantes, je suis allée à Carcassonne, je suis allée à Nice. En fait, quand on plaide... selon les clients qu'on a, moi j'avais des entreprises qui étaient à établissements multiples, donc du coup j'étais VRP, all over the France, donc voilà. Donc après, je peux pas te dire de domaine, en judiciaire on peut aller.
on peut aller partout. Vous êtes censé prendre votre voiture et suivre l'affaire. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une contrainte pour toi, ça? Ah non, parce qu'on apprend, on va voir ailleurs comment ça se passe, on côtoie d'autres magistrats, on apprend, non. C'est toujours enrichissant ces expériences-là. On voit d'autres confrères, enfin c'est... Justement, avec les confrères, est-ce que tu t'es créé un réseau à Carpentras ou à Avignon? Est-ce que justement... Non, j'ai pas créé de réseau. On a une association des jeunes avocats, mais après non. Et qu'est-ce que vous y faites justement dans cette association? On peut en dire 2 mots? Alors cette association-là, c'est pour échanger entre jeunes confrères. Après, je t'avoue que je pourrais pas trop en dire plus parce que c'est elle est un peu en stand-by chez nous. Je sais qu'à Avignon, ils en profitent beaucoup pour faire la fête. C'est des moments de détente, voilà. Oui. Mais je pense qu'ils doivent avoir des moments, voilà, des moments d'échange. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas de structure équivalente comme le CBE ou Initiative Ventoux. C'est dommage que des avocats ou des notaires ou des gens comme ça viennent pas chez nous pour demander des conseils. Je suis à Initiative Avignon et il y a une consoeur effectivement qui était passée par Initiative Avignon pour démarrer d'Avignon pour démarrer. Ouais. C'est vrai qu'au départ, quand on s'installe, on s'appuie surtout. Généralement, ça se fait. On part pas de zéro, c'est-à-dire on part parce que on était avant collaborateur. Du coup, on s'est constitué un petit portefeuille client, si je puis dire. Et après, on prend la décision de s'installer parce qu'on a ça. Voilà. Est-ce que ça arrive de travailler avec des confrères qui vous donnent des dossiers parce qu'ils jugent que là, ils sont justes ou ils ont besoin? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, mais ça se fait de manière informelle, quoi. Il y a pas de réseau, il y a rien de particulier. Voilà. Ça se fait d'informel parce qu'on sait qu'un tel est spécialisé, intervient beaucoup dans ce domaine-là. Donc, si on se sent pas de prendre le dossier, on renvoie vers un confrère. Donc, le métier d'avocat, on l'a compris, c'est un métier rigoureux déjà. Oui. C'est de la rigueur. Oui. C'est de l'apprentissage continuel par rapport aux faits que vous devez défendre. Mais est-ce que c'est un métier stressant? Aussi. Le stress du temps. Le stress de faire au mieux pour le client. Parce que on peut se retrouver dans des situations où il y a de la détresse. Faut pas, il y a des dossiers dans des matières où on gère aussi l'émotionnel. On est un peu assistant. On est à l'écoute, on fait psychologue, assistant social, on peut faire, on est amené à faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'après, du coup, nous, sur les épaules, on a une grande responsabilité. Et donc, comment tu fais pour libérer tout ça? Parce que au fil du temps, c'est pour ça déjà que j'ai un mari qui fait pas du droit. Parce que je sais que quand je rentre à la maison, moi, dans ma tête, ça continue à mouliner, mais je parle d'autre chose. Et après, effectivement, au fur et à mesure de l'expérience, on prend du recul, ce qui est déjà nécessaire pour gérer au mieux le dossier et les intérêts du client. Voilà, donc beaucoup de recul. Est-ce que tu as justement dans ton activité, est-ce qu'on peut tabler sur des taux de réussite? Non, jamais. Non, jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, en judiciaire, il y a quelque chose qui s'appelle l'aléa judiciaire. C'est comme un assureur. Explique-nous ce que c'est. C'est comme dans le domaine des assurances. On te dit qu'il y a un aléa, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque. Puisque quand on vient devant une juridiction, on peut pas dire, même si le dossier peut être très bon, selon l'analyse que vont en faire les juges, on n'aura pas forcément le résultat escompté. Et est-ce que ça te pénalise quelque part ou t'as l'impression justement J'ai pour habitude de je mène pas mes clients en bateau. D'accord. Donc je leur explique toujours tout, et y compris effectivement l'existence de cet aléa pour pas je ne fais pas de fausses promesses. Voilà. Et s'il y a une faille dans le dossier, je le dis également. Donc avant la pause musicale, je voudrais te poser une question justement. Est-ce que, puisque c'est très difficile de trouver ou de mettre en place des projets ou de récupérer des dossiers plutôt pour toi, est-ce que tu as ou tu as mis en place une stratégie commerciale? Pas du tout. Non, je suis très mauvaise sur cette partie-là. Alors comment tu fais? Explique-nous. J'ai fait toujours la publicité. J'ai toujours mon insertion page jaune. Et j'ai fait une expérience de créer un site internet, voilà, qui
qui n'a pas du tout été concluant. Donc là, je suis, pour l'instant, je suis en stand-by et voilà, je dois mener une nouvelle réflexion effectivement pour savoir comment. Viens en CBE, on va t'aider. Donc, si vous voulez joindre un avocat de droit du travail, vous avez tout à fait raison d'aller auprès de Salima Souara. Au téléphone 04 90 83 63 76. Elle peut vous écouter par téléphone donc de 8h30 à 19h30 et elle se situe au 56 rue du Château à Carpentras et à Agroparc. Tu peux donner l'adresse ? C'est 856 route de l'Aérodrome. D'accord. Tu es dans un cabinet ? Je suis à l'entrée, je suis seule. D'accord. À côté de la poste. Très bien. À l'entrée d'Agroparc. Il nous reste encore un petit peu de temps ou... Bon, alors, juste une dernière question. Justement, on parlait de la vie du chef d'entreprise. Apparemment, toi, entre ton mari, tes enfants, ta profession, plus le stress des clients que tu as, quand prends-tu le temps pour t'occuper de toi, quoi ? De toi, je parle. Ah, un blanc. Non, on essaye. Moi, ma petite recette maison, c'est d'essayer de me faire au moins une fois par mois. Alors, c'est un truc de fille, un hammam. Un hammam, d'accord. Et un bon restaurant aussi, ouais, de temps en temps. Ouais. Très bien. Mais... On se retrouve après un petit instant musical. Je te dis à tout de suite. Et à tous, ce soir, c'est Salima Souara, avocat d'un droit du travail. Si vous souhaitez la contacter pour un souci de quelque ordre que ce soit dans ce domaine particulier, vous téléphonez au 04 90 83 63 76 et elle est disponible de 8h30 à 19h30. C'est voilà, soyez 8h35, ça passe aussi. Elle se trouve au 56 rue du Château à Carpentras. Donc Salima, je vais te poser la question suivante, justement. Je t'ai pas posé cette question tout de suite parce que je voulais savoir si, déjà tu m'as dit que tu étais dans ta profession, tu étais seule. Est-ce que tu as l'intention d'embaucher une collaboratrice ou un collaborateur, ou c'est pas prévu, ou c'est trop tôt ? Explique-nous. J'ai eu le projet, mais bon, ça a pas pu aboutir parce que effectivement, pour prendre un collaborateur, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les charges, il faut pouvoir déjà l'assumer financièrement, et ça a pas pu aboutir à cause de ça parce qu'effectivement, on est quand même dans une conjoncture économique qui est très compliquée. Donc, je suis revenue, j'ai mis ce projet-là de côté. Voilà, pour l'instant, ma priorité, c'est consolider mon activité actuelle. Est-ce que vous recevez des aides, justement, vous, en tant que profession libérale, pour le premier salarié, pardon ? Alors, on est comme toute entreprise, on relève de l'URSSAF, donc effectivement, on peut bénéficier des différents dispositifs d'aide à l'embauche qui peuvent exister pour les autres salariés. On a la réduction Fillon, donc là, effectivement, il y a des choses qui vont arriver. Donc, a priori, alors après, sauf décision particulière, il n'y a pas de raison qu'on bénéficie pas de ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement. Et les stagiaires, tu comptes en prendre ou tu en as déjà peut-être pris ? Alors j'ai pris une élève avocate l'année dernière. D'ailleurs, c'est avec elle que j'envisageais d'évoluer vers une collaboration. Alors d'un côté, effectivement, c'est bien parce que c'est transmettre le métier, communiquer avec les autres transmettre effectivement à la génération d'après les connaissances et la manière d'ailleurs d'exercer la profession, parce que c'est important. Après, là aussi, ça a toujours un coût, parce que les stages maintenant doivent être rémunérés. Qui dit rémunération, qui dit charge sociale. Donc c'est un peu compliqué. Après, sur des petits stages, je t'avoue que là, en ce moment, comme j'ai déjà constaté que j'ai une vie très compliquée, prendre un stagiaire, je pourrais pas. Parce que je me vois pas prendre un stagiaire pour le caler au fond ou lui faire des photocopies. Il faut quand même s'en occuper un minimum. Et en ce moment, non, j'ai pas le temps disponible pour. Mais c'est quelque chose de prévu dans ta tête ou c'est quelque chose? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Alors on va en revenir parce que je vais te titiller sur la communication. Est-ce que tu as un site internet? J'ai
un site internet. Est-ce que tu le fais vivre? Alors, je suis passée par Qu'est-ce qu'on y met dans un site internet d'avocat en droit du travail? On informe un peu sur notre parcours déjà universitaire, pour expliquer aux gens les compétences qu'on a, les domaines d'intervention. Certains confrères mettent aussi les tarifs qu'ils pratiquent. Ah, je croyais que c'était interdit, ça, non? Ah, il y en a qui, il y en a qui le font, parce qu'effectivement, c'est vrai que les gens, par rapport à ça, parfois ça peut être un frein pour aller aller voir un avocat. Oui, et effectivement, il y a des confrères qui jouent la transparence, voilà. Il y a des confrères qui jouent la transparence et qui disent comment ils fonctionnent au niveau facturation. Donc un plan de communication, non? J'ai fait je suis passée par une société spécialisée pour ce type de site, où effectivement ils vous font un site clé en main mais qui leur appartiennent. Et ensuite, après, ils font en sorte avec tu vois, je suis hyper à la pointe là-dessus. Ils achètent des mots sur Google, voilà, pour en faire en sorte que le site sorte en premier. Voilà. Mais honnêtement, au bout d'une année d'application de ce dispositif-là, un retour néant, quoi. Est-ce qu'un avocat a le droit d'avoir un Facebook ou pas? Je pense que si, oui, non. Il y a Vous êtes limité justement dans la communication, parce que tu disais tout à l'heure dans le mode d'expression, etc. Vous avez quand même certaines rigidités ou certains contrôles. Jusqu'à peu, en fait, l'Europe a un peu ouvert, on va dire, la voie sur le domaine de la publicité, parce que jusqu'à peu, on n'avait pas le droit, si ce n'est l'insertion page jaune, de faire de la publicité, c'est-à-dire qu'on avait juste le droit de mettre sa plaque et on attendait que le client vienne, quoi. Et c'est un peu, moi en tout cas, j'ai été formée comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec l'ouverture qui existe dans ce domaine-là, on n'est pas du tout prêt et formé à ça, quoi. Et qu'est-ce que c'est un peu envisages... compliqué je peux pas te parler, de dire j'ai mis en place un plan de communication, j'ai mis un plan. Oui, mais qu'est-ce que justement tu envisages? Est-ce que tu envisages j'aimerais me former dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, je pense que ça s'improvise pas. Il faut aussi que ça vienne de soi-même, que ça fasse pas non plus artificiel. Donc je préférerais plus une formation. Avec juste cette expérience-là sur le site internet, je préférais plus être formée que plutôt que faire appel à une agence de com ou un professionnel en la matière. Parce que une communication, ça se prépare en amont. Oui. Je suppose que tu as des cartes de visite, des flyers, des choses comme ça, classique. Ou pas Flyers non, mais cartes de visite. Voilà. D'accord. Et est-ce par exemple, je pose une question complètement peut-être stupide, mais est-ce qu'un avocat, justement, il a le droit de dire qu'il a travaillé pour telle affaire? Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Alors, il y a une limite quand même qui est la confidentialité. Donc, je pense, pour avoir vu quelques sites, il y a des confrères qui évoquent des jugements ou des décisions qui ont été rendues. Donc déjà, tu abordes la chose de manière différente. Puis effectivement, je pense que sur des grosses affaires bien médiatisées, je pense qu'effectivement ils évoquent ces décisions-là, mais étant tenu à la confidentialité, on peut pas non plus dire tel dossier, les noms de personnes, c'est pas possible, quoi. Et juste, est-ce que un avocat a un droit de résultat? C'est-à-dire une obligation de résultat? On n'a pas d'obligation de résultat à cause de l'aléa, donc je t'évoquais tout à l'heure, puisqu'effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais pour son point de vue personnel, c'est dans le sens où tu as une affaire, tu te dis bon, voilà. Ah mais nous, on veut toujours. Oui, toujours. On se fixe toujours l'objectif d'obtenir le résultat escompté par le client. C'est d'ailleurs Et si ça se passe pas, qui c'est qui te récupère en miettes? Je me récupère toute seule. Non, après, on peut discuter avec des confrères. Des fois, ça arrive de discuter avec les magistrats. Dire, mais c'est quoi cette décision que vous avez? Pourquoi voilà? Ça peut arriver à contrevenir pour me comprendre et avancer, digérer. Mais non, on digère tout seul. Est-ce que c'est formateur justement de travailler avec des collègues ou avec d'échanger, oui, parce que des fois sur des dossiers, on va bloquer. Et en fait, j'échange avec des confrères, du coup, il y a le déblocage aura lieu. Donc ça m'amène à la question suivante. Les réseaux, pour toi, ça te dit quelque chose? J'ai été associée. Voilà, j'ai déjà été
associé. Donc, avec un autre avocat de la même activité que toi Même activité. Même activité. En fait, on s'est séparés parce que en bonne entente, on s'entendait toujours très bien. Parce qu'effectivement, les objectifs qu'on s'était fixés, voilà, pour ma part, c'était pas. On exerçait comme si on était comme avant, quoi, comme si on était copines. Donc l'association n'avait pas apporté plus. Donc j'ai repris ma liberté. Et quand je parle de réseau, c'est pas spécialement de réseau dans Alors il y a des réseaux d'avocats, parce que j'étais en train de réfléchir. Voilà, ici il y a des réseaux d'avocats qui existent au niveau national. Ben, c'est simple, je crois que c'est une structure associative. Et en fait c'est des regroupements d'avocats et alors après je sais pas du tout dans le fonctionnement mais je pense que par exemple si on a besoin de faire un renvoi dans une juridiction qui est très loin, les gens qui sont dans ce type de réseau-là font appel au confrère qui est dans la région et qui fait partie du réseau. Après il y a je pense qu'il doit y avoir des formations en commun, mais ils mettent des choses en commun. Est-ce que ça peut être justement source de rapporteurs d'affaires ou pas? Est-ce que l'association a ce but-là également entre avocats? Si, je pense quand même que ça, oui, parce que ça montre que c'est structuré, que oui, je pense que les personnes qui atteignent un réseau, c'est aussi pour ça. Alors moi j'ai une question, comment un avocat arrive à faire son commercial? Ça, c'est une question qui pour moi est... Je dirais que ce sont nos clients quelque part, nos commerciaux. D'accord. Parce que c'est beaucoup sur recommandation. Un client va être satisfait, il va en parler autour de lui et après ça fait boule de neige. Et tu ne les as que comme ça, que de bouche à oreille en fait. Non, après il y a des clubs d'entreprise, et ce genre de choses. Donc tu participes à des clubs d'entreprise. Je suis adhérente à Carpan Sud. Est-ce que c'est rapporteur d'affaires justement? Non, là pas pour l'instant. Je débute juste. Alors j'ai pas du tout même eu de formation sur le commercial, mais mon premier patron, si je puis dire, au cours d'une conversation, m'avait quand même expliqué que pour qu'on va dire que les prospects, on va dire que les gens qu'on puisse rencontrer, ça ramène de la clientèle, il faut compter au moins 2 ou 3 ans, quoi. 2-3 ans. Ouais, ça se fait pas comme ça. D'accord. Et justement, pour un jeune qui, lui, on revient tout de suite aux jeunes, qui veut travailler donc dans ce domaine, tu disais qu'il fallait qu'il fasse des stages. La particularité, c'est qu'en fait, là, il faut pas. Alors, pour les jeunes qui commencent, il faut pas raisonner en clientèle déjà. D'accord. Parce que quand on sort de l'école de l'avocat, pour moi, il y a encore un chemin à parcourir. Moi, je te dis, à mon époque, quand on sortait de l'école d'avocat, on avait encore 2 ans de stage, de grands stages. On était en cabinet d'avocat, collaborateur, mais on continuait encore une formation parce que l'aspect pratique, c'est à ce moment-là vraiment on est sur le terrain. On l'a pas avant. Donc quand on débute dans notre profession, c'est pas comme une entreprise commerciale où d'abord il faut trouver du client. Non, d'abord il faut mettre en pratique des connaissances qu'on a acquises, vraiment se forger des compétences, avoir des réflexes pour ensuite après penser à l'installation et se créer son cabinet. Est-ce que la profession vit bien, la profession de l'avocat? Est-ce que c'est une profession qui est en hausse ou en diminution? Alors il y a il y a toujours autant de vocations. Il y a toujours autant de vocations. Après, je pense qu'on est une profession comme les autres professions, comme les autres activités. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que tout le monde souffre de la conjoncture économique. On va pas se leurrer. C'est plus compliqué de s'installer, je dirais, aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Même avant de l'installation, je pensais justement à un jeune qui se dit, voilà, je veux être avocat, je commence mes études. Faut bien choisir ses matières. Voilà. C'est sûr que si on fait histoire du droit, on est mal parti. D'accord. Voilà. Faut bien choisir les matières. Les matières et la direction. Moi, à mon époque, on nous disait arrêtez avec carrière judiciaire, si je puis dire. Il faut faire du droit des affaires parce que c'est l'avenir, quoi. C'est que le discours qu'on me tenait en licence, en DEUG, en licence. Justement, j'ai suivi ce conseil. Hein. Oui. Est-ce que c'est bien balancé dans les activités d'avocat, ou est-ce qu'il y a trop de droit du travail ou trop de
Non, non, de ce côté-là, non. Et est-ce qu'un avocat... Parce qu'à la base, après un avocat, bon, c'est sûr qu'on prend des domaines de prédilection, mais après un avocat est quand même censé intervenir dans toutes les matières. Logiquement, hein, c'est à la base un avocat est généraliste. Après, effectivement, il se spécialise ou après il a un domaine de prédilection parce qu'il a fait une formation particulière. Mais quand on a fini son cursus du droit, on a vraiment touché à toutes les matières en théorie, d'accord. C'est pour ça que voilà, les premières années, c'est pas la clientèle qu'il faut penser, mais plutôt à vraiment mettre en application le plus possible ce qu'on a appris en formation, enfin à l'université, pour être aguerri après comme il se doit. Je suis avocat, droit du travail. Je voudrais changer de spécificité. Est-ce que c'est possible ça ? C'est possible, tout est possible. Hein. Avec des professions libérales, voilà, mais même, enfin, on peut dire même sans profession, mais c'est quand même conseillé effectivement de faire une formation. Il y a pas mal de diplômes universitaires qui ont été mis en place pour permettre effectivement, dans le cadre de la formation continue, enfin la formation adulte, de pouvoir évoluer. Et on a une obligation de formation aussi. Hein. On continue à se former tout au long de notre carrière. C'est là où je voulais en venir. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a 20 heures. Alors, on a une obligation de 20 heures par an. Nous, au niveau du barreau de Carpentras, quand on fait les permanences pénales, il faut qu'on fasse aussi un certain nombre d'heures dans le domaine pénal, dans les matières pénales. D'accord. Donc, si vous voulez choisir une autre spécificité, vous pouvez à travers une formation. C'est quand même conseillé. C'est quand même conseillé. Ouais, c'est conseillé. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, enfin nous, la spécialisation, c'est-à-dire avocat spécialiste par nature, on doit passer un examen. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire avocat spécialiste comme ça. On a un domaine d'intervention, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. On a un domaine d'intervention quand effectivement on a beaucoup de dossiers dans une matière et puis on aime cette matière-là. Après, pour être avocat spécialiste il faut passer un examen. Et être avocat, ça peut se décider, on le disait tout à l'heure, étant jeune, mais est-ce que cette profession-là, elle peut s'éveiller ou se découvrir un peu plus tard? Par exemple, on suit un cursus juriste. On a effectivement juristes, ou même il y en a qui viennent véritablement d'autres domaines d'activité, et qui font une reconversion dans la profession d'avocat. Après, il y a des systèmes d'équivalence qui existent, que je connais pas toutes par cœur, mais si on a été, je crois, 8 ans juriste en entreprise, on peut demander l'équivalence et devenir avocat. D'accord. Et là, ça se passe comment ? Alors là, il faut présenter un dossier, et ensuite il y a, si le dossier est validé par l'ordre ou le bâtonnier, je sais plus qui s'en occupe, mais après il y a un examen après de connaissances quand même déontologiques qui doit être présenté. Je vais en venir aussi aux jeunes qui veut être collaborateur, donc s'il a envie de travailler pour devenir avocat, ensuite il doit faire des stages. Ensuite, est-ce qu'il doit tout de suite ouvrir ou est-ce que non, moi je conseille d'attendre. S'associer. C'est une expression qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, ça s'applique. Voilà, dans nos professions, ça s'applique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme élément de motivation ? Parce que c'est long comme étude. Après, c'est long pour créer et c'est long pour se faire des clients. Donc, le résultat en vaut la peine. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu en tires comme satisfaction, hormis le fait de déjà de faire ce que j'aime, parce que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de faire ce qu'on aime. La satisfaction des affaires bien remplies ou d'avoir effectué ton travail. Ouais, parce que moi, avoir été utile aux gens. Utile aux gens. Ouais. Ça c'est important pour. Ouais. Je pense on choisit pas ça, on choisit pas la profession, on choisit pas sa profession par hasard. Alors, quel effet ça fait de se trouver dans un tribunal maintenant. Les premières fois, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on ressent ? Les premières fois, je répétais. Je répétais avant. Donc, avec la robe et tout. Non, pas à la maison. Non, pas avec la robe, mais à la maison, je répétais. Ouais, je m'entraînais parce que les premiers dossiers, c'est. Et puis, comme les magistrats, les confrères savent qu'on débute, donc on n'a pas envie de se. Est-ce que vous avez un soutien justement des confrères ? Est-ce que vous avez un soutien à l'intérieur de ce Oui. Enfin, c'est vrai que quand on voit un jeune en difficulté, on fait en sorte s'il y a une difficulté avec un magistrat, on est là quoi. Il n'y a pas de. Et on va parler futur maintenant, donc
un bureau à Carpentras, donc c'est au 56, je vais récupérer, 56 rue du Château à Carpentras, une autre agence ou un petit bureau à Agroparc. Comment tu te projettes dans le futur? Qu'est-ce que tu as envie de créer d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'un avocat à ton niveau et à ce stade, t'as encore des rêves? Oui, déjà mon rêve c'est de pouvoir continuer à exercer ma profession, parce que il y a quand même des gens qui arrêtent. Ah bon? Pour quelles raisons? Pour diverses raisons, la fatigue de plus en pouvoir, ou parce que ils ont fait le tour, si je peux. Voilà, ça c'est arrivé que des confrères arrêtent pour faire autre chose. Donc là, continuer et puis grandir un petit peu. Grandir, pour toi, c'est quoi? C'est embaucher, Oui, voilà, ce serait d'avoir une structure qui permette après peut-être aussi un peu à moi de lever le pied. En moyenne, puisque apparemment ça pose tout ça sur tes épaules, en moyenne un avocat il peut suivre combien de dossiers avant qu'il arrive à saturation, parce qu'à un moment donné on est tout seul, on peut pas tout faire. Alors le fonctionnement veut que tout n'est pas à faire en même temps. Donc je peux pas donner de montant de nombre limite de dossiers. Je pense que c'est en fonction de la capacité, des capacités de chacun. Tes enfants sont petits. Oui. Est-ce que tu les pousseras à suivre de grandes études comme toi tu as fait pour X profession? Non, moi ce que je leur demande c'est de faire des études en fonction de ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Parce que je trouve que c'est hyper faire des choses par dépit. Le grand, il a 10 ans. 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il a déjà une idée? Si. Ouais, il en parle un peu. C'est quoi? Architecte. Voilà. Okay. Je lui ai pas dit combien d'années d'études ça impliquait. Pour pas l'écœurer. C'est la question. Voilà, parce que quand je lui ai dit combien d'années d'études j'avais fait, j'ai cru qu'il allait pleurer, donc c'est pas. Justement, comment il le voit avec ses yeux d'enfant, 10 ans, maman, toujours prise? Moi, quand je lui ai dit combien d'années d'études j'avais fait, il était atterré, quoi. Il me dit non, mais c'est pas possible, maman, ça fait trop long. C'est pas possible. Donc j'ai rien dit sur architecte. On s'est pas renseigné, on n'a pas fait, mais je le laisse dans ses rêves. Petit à petit, après, je veux dire, avec l'âge, la maturité, on voit les choses autrement. Là, il est petit à 10 ans, juste avec ses devoirs pour le lendemain, il est... Donc, ton futur, c'est de t'agrandir, d'embaucher. Est-ce que tu veux, toi aussi, choisir une autre spécificité, ou tu resteras toujours dans le droit du travail? Non, non. J'ai pas, non, c'est vraiment une matière que j'ai choisie, Il te reste encore des choses à apprendre? Est-ce qu'il y a toujours des choses à apprendre? Il y a toujours à apprendre, et il y a toujours à apprendre, parce que on n'est jamais. Il y a des situations similaires qui se répètent, qu'on peut revoir dans différents dossiers, mais après c'est de l'humain à la base. C'est ce que j'aime moi dans le droit du travail, c'est des relations dans d'autres matières aussi. Je veux pas, mais moi en droit du travail, ce que j'aime, c'est qu'à la base il y a une relation humaine, et que après les situations peuvent être complètement différentes. Donc pas de spécialisation, peut-être apprendre davantage. J'envisage de le passer cet examen-là, mais pas tout de suite. Là, je suis pas en condition de pouvoir il y a trop de choses à gérer pour l'instant pour le faire. Donc comment tu apprends pour te former? Est-ce que on a une obligation de formation, on a de la documentation, et puis on fait des formations. Il y a beaucoup de soit par des confrères, soit par des il y a des, je vais pas faire de pub, mais des personnes, des entreprises qui font la documentation pour nous, qui proposent aussi des formations. Donc l'avenir s'annonce rose ou pas? Mais il faut toujours voir l'avenir en rose. Est-ce que ça se pose pour un avocat? Est-ce que cette question que je vais te poser, est-ce que ça se pose ou pas? Tu as combien d'affaires en cours? Je compte pas. Je suis sérieux, je compte pas. C'est vrai? Oui. En minimum, les affaires peuvent prendre combien de temps? Combien tu es absorbé par une affaire? Tout dépend, parce qu'il y a des gens qui viennent et des personnes qui viennent juste pour avoir une consultation ponctuelle sur un point précis. Il y a des gens où effectivement, je parle en droit du travail côté salarié, il va falloir négocier un départ. Donc ça peut prendre
une semaine, comme ça peut prendre 6 mois selon la tournure des événements. Après, il y a des procédures judiciaires qui peuvent prendre, en moyenne, c'est une année. Mmh. Une année? Oui. En première instance, oui, selon le litige, ça peut prendre une année. Après, il y a des, voilà, il y a des choses, voilà, ça peut se faire en 3 mois, tout, voilà. S'il y a pas de, c'est pas cloisonné, c'est pas fixé à l'avance. D'accord. Et un avocat, justement, est-ce qu'il est en relation avec des organismes comme les prud'hommes ou autres? Est-ce que tu as des, voilà, alors cite un peu les organismes avec lesquels tu travailles ou tu peux travailler? Alors, je travaille pas avec eux. Oui, le conseil de prud'homme, c'est une juridiction, oui. Donc oui, j'y vais souvent. Oui. Après, en termes de partenariat? Oui, partenariat. Non, j'ai pas de partenariat. Je fais du bénévolat à Initiative Avignon. Voilà, donc je participe au comité. Je fais aussi des permanences. Voilà, c'est tout. Une femme très active, alors? Oui. Trop? Trop, mais après, je suis pas quelqu'un qui peut rester à la maison à rien faire. Donc, je vais te dire une chose personnelle. Tu es le premier avocat ou avocate que je vois. Sympathique, ouvert. Non, mais il y en a. Sincèrement, et qui se permet de se mettre au niveau de l'interlocuteur et qui a un taux d'écoute remarquable. Et en plus, qui fait du bénévolat pour aider d'autres personnes ou aider dans des situations complexes ou pas? C'est quoi? Le bénévolat, et pour toi, c'est quoi? Alors, on va dire que c'est du bénévolat, mais c'est vrai que nous, on a une partie pro bono, ce qu'on appelle nous le pro bono. Moi, j'ai les permanences pénales et j'en fais une partie. C'est plutôt au niveau du TAS, les affaires de sécurité sociale pour des personnes qui ont des soucis avec des consolidations d'accidents du travail, les taux d'incapacité à contester. Donc là, c'est vraiment un domaine que je fais pour aider les gens, parce que généralement, c'est des personnes qui arrivent à 50 ans, qui ont été ouvriers agricoles toute leur vie et qui se retrouvent avec une misère comme revenu parce qu'ils se sont, tués au travail, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose là où je fais vraiment tout pour... Donc tu peux citer où est-ce que tu fais ton bénévolat? C'est intéressant de... Ah mais là après je prends les dossiers, c'est-à-dire je traite les dossiers. D'accord. Voilà, mais là tu disais tout à l'heure que tu étais à Initiative Grain, c'est ça? Oui, à Grain, Initiative Avignon, c'est l'équivalent de Contact. Et qu'est-ce que tu y fais justement? Je participe au comité. Oui. Voilà. D'attribution des prêts. Voilà. Et puis il y a une permanence une fois par mois. D'accord. Voilà, donc là on accompagne les créateurs. Voilà, ils ont des questions, on répond à leurs questions. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît justement parce que là c'est totalement différent, enfin presque. Non, c'est différent, mais là c'est pareil, pouvoir apporter une aide aux gens. Parce que voilà, après dans mon domaine c'est très facile, on peut très facilement le faire, quoi. Très bien, merci Salima. Merci à toi. Terminer. Merci de m'avoir reçu. Je vais rappeler que tu es donc avocate au droit du travail. On peut te joindre au 04 90 83 63 76 de 8h30, mais plus vers 9h. Laissez-la dormir. Vous imaginez une avocate qui fait autant de choses que ça? Donc de 8h30 à 19h30, son adresse 56 rue du Château à Carpentras. Et pour ma part, on va arrêter puisque on se retrouve, je crois, le 1er octobre pour accueillir un nouveau chef d'entreprise. Je vous dis passez un bon été à tous. Merci à la radio de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de rencontrer tous ces chefs d'entreprise. Et je vous dis à très vite. Et bon vent et surtout faites attention cet été. Merci de m'avoir accueilli. Merci Salima. Merci. Au revoir. Au revoir.